Donc j'ai commencé à aller voir les films de la Hammer à peu près quand j'avais 10 ans, et évidemment en me cachant de mes parents, et donc en allant voir ceux qui ressortaient, notamment les Dracula, et ceux qui sortaient, notamment voilà, par exemple. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça en tout cas pour moi. Donc d'abord et avant tout le fétichisme des images de la Hammer, c'est-à-dire ce mélange en fait de mythe classique et d'érotisme. C'est-à-dire qu'en fait j'allais dans les salles de quartier, et je regardais, la semaine prochaine sur votre écran, il y avait à la droite du Colorado, du Brady, à la gauche il y avait le film de la semaine, et à la droite ce qu'il allait y avoir la semaine prochaine. Et quand j'arrivais, je fonçais sur la droite en me disant qu'est-ce qu'il va y avoir, et il y avait l'affiche et quelques photos, et je ne savais rien de ces films. J'y allais sur l'affiche, comme Christophe quand il en parlait tout à l'heure, quand il découvrait les affiches, et sur les photos et sur les titres. Dracula vit toujours à Londres. C'est intriguant quand même. Et puis il décide de se lancer dans l'adaptation en couleur, ça c'est vraiment le grand truc, en couleur des mythes, des grands mythes du fantastique qui étaient notamment très populaires dans les années 40 aux États-Unis, notamment grâce au studio Universal. Et donc c'est-à-dire Dracula, Frankenstein, etc. Mais ça a d'abord été Frankenstein quand même. Voilà, ça a d'abord été Frankenstein. C'est pas venu tout de suite, c'est parce qu'il y a ce Frankenstein qui a un énorme succès en 57 que tout d'un coup la Universal va céder les droits. Mais à la base, la raison pour laquelle il se lance dans le Frankenstein, c'est parce que le roman est libre de droit cette année-là. Il ne l'aurait pas fait s'il avait fallu payer quelque chose, parce qu'avec la Hammer, on est dans une économie minimaliste. Budget, quoi. Voilà. Et ils vont chercher un metteur en scène qui est un metteur en scène quasiment sur le retour. C'est-à-dire un type qui a largement plus de 55 ans. Voilà, sa carrière est pratiquement sur le déclin et on lui confie donc la réalisation de Frankenstein s'est échappé. Ce type s'appelle Terence Fisher et du jour au lendemain il va devenir la superstar donc des metteurs en scène du cinéma d'horreur. Le film est un carton mondial, c'est comme une traînée de poudre. Cette année-là, au box-office, Frankenstein s'est échappé, bat Le pont de la rivière Kwai de David Lean. Et la Hammer, à ce moment-là, va se lancer dans la production massive de l'adaptation de tous les grands mythes du fantastique, et c'est une avalanche de chefs-d'œuvre. L'idée de génie aussi, c'est le casting dès ce premier film gothique, c'est que Peter Cushing, Christopher Lee. Il a fallu donner, ils ont repris l'idée du star system hollywoodien de la Universal. À l'époque, c'était Lugosi, c'était Karloff qui portait ce monde fantastique, c'était eux les grandes stars du genre. Et ils ont voulu rééditer le coup avec deux nouveaux acteurs qui allaient porter le genre. Ils sont allés chercher Peter Cushing pour le rôle du baron Frankenstein, qui lui était déjà une grande star en Angleterre. Il venait de triompher à l'écran, au petit écran dans 1984. Et dans le rôle de la créature, alors là au contraire, ils sont allés chercher quelqu'un qui n'était pas du tout connu, quelqu'un qui avait tendance un peu à galérer dans le milieu du cinéma depuis des années, qui s'entendait dire vous êtes qui faisait presque 2 mètres. Voilà, vous êtes trop grand. Vous avez un physique impossible, on ne sait pas quel rôle vous donner. Et cette personne, c'est évidemment Christopher Lee. Voilà. La chose qui a frappé, c'est que souvent les films d'horreur, jusqu'au milieu des années 50, étaient en noir et blanc. Et la Hammer a apporté un sens des couleurs qui était absolument faramineux. C'est-à-dire que c'était des couleurs avec un procédé qui s'appelle le Technicolor. Et il y avait un soin particulier à apporter au décor, même si c'était des films qui étaient tournés avec assez peu d'argent. Il y avait de très très beaux décors et les couleurs étaient fantastiques. Et je crois que l'apparition notamment du sang, puisque ça a beaucoup joué, l'apparition du sang a été capitale dans le succès de ces films. D'ailleurs, il y a eu il y a eu beaucoup de débats au sein de la critique et de la censure. En fait, la censure britannique et les critiques, en voulant condamner ces films, leur ont donné en fait une incroyable impulsion commerciale. En fait, c'est particulièrement vrai si on relit les critiques de l'ancêtre de Télérama à l'époque, qui s'appelait Radio Cinéma Télévision. Alors, c'était la critique Cato. Alors, sur le cauchemar Dracula, on a par exemple pu lire ce film va créer des générations de détraqués et de pervers. Mais en même temps, ce qui est très drôle quand on relit ces textes aujourd'hui, c'est que certes ils en disent du mal, mais ils en parlent terriblement bien. C'est-à-dire qu'ils décodent parfaitement toutes les dimensions érotiques et sanglantes du mythe. C'est ça qui est formidable. Il y a presque une perversion. Voilà, c'est-à-dire ils étaient tellement titillés par ce qu'ils voyaient à l'écran que c'était insupportable pour eux. Voilà. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Il y a une revue qui synthétise vraiment tout ça, c'est évidemment Midi Minuit Fantastique. Le premier numéro sort en mai 62, donc il a fallu 5 ans entre 57, Frankenstein s'est échappé, et l'apparition de la toute première revue européenne consacrée au cinéma de genre. Le numéro 1, c'est un spécial Terence Fisher. Alors ça aussi, ça fait un petit scandale dans le milieu de la cinéphilie de l'époque, parce que certes, Terence Fisher, aujourd'hui on en parle comme d'une star, mais à l'époque,
on ignore même son nom, c'est-à-dire dans les cahiers du cinéma, on n'en parle pas, on n'en parle dans aucune revue. La presse catholique attaque le cinéma de la Hammer, mais la presse cinéphile l'ignore, c'est vraiment ça. Et donc ce premier numéro de Midi Minuit Fantastique, c'est une photo très célèbre, c'est une photo de plateau tirée de La Nuit du Loup-Garou. Et cette photo, elle a une double signification. Dans le contexte de l'époque, c'est un acte transgressif, parce que pour la première fois, comme ça, on a une reformulation extrêmement agressive d'Eros et Thanatos, une jeune fille qui était en train de se faire étrangler par un loup-garou, est-elle en train de jouir, est-elle en train de mourir, on ne sait pas trop. Là, on a une manière de synthétiser toute l'esthétique Hammer. La fin des années 60. Donc en fait, la Hammer participe. Et ce qui est drôle, c'est que la Hammer est faite par des messieurs vénérables, oui. Par des gens, je dis bien, qui sont des vieux messieurs, et qui se retrouvent d'une certaine manière devenant des icônes révolutionnaires aux côtés de Mick Jagger ou de John Lennon. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que de l'Angleterre, grâce au rock et grâce au cinéma de la Hammer, est arrivé quelque chose qui est vraiment la contre-culture. D'ailleurs, on peut dire que ce qui enterre la Hammer, au moment où tout va mal, c'est l'arrivée de Margaret Thatcher. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un moment où effectivement l'Angleterre revire et retombe finalement dans le conformisme. Et très curieusement, les derniers films de la Hammer sont contemporains de l'arrivée de Margaret Thatcher. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a des cycles comme ça, qui sont des cycles à la fois esthétiques, artistiques, mais également politiques, et qui sont perceptibles dans les films de la Hammer. Le problème, c'est que la Hammer, en fait, envoie une impulsion à l'intérieur du cinéma fantastique. Elle crée un mouvement, elle crée un appel, et évidemment, les gens se mettent à surenchérir sur ce que la Hammer a amené, et au bout d'un moment, la Hammer est dépassée finalement par le mouvement qu'elle a créé, et elle est rattrapée par la vague, submergée par la vague, et puis elle n'a pas les bons réflexes pour pouvoir monter sur la vague suivante. Et sur la fin, ils ont quand même essayé d'y aller ils ont rajouté un peu plus de sexe qu'il y en avait qui était voilà sur la. Généralement, c'est mauvais signe. Et on même fait des plus de sang. Et il y avait aussi comme il y a eu la vague justement, ils ont essayé de flirter. Il y a eu la vague des films de Shaw Brothers et des Kung Fu qui sont arrivés, et ils ont fait une association improbable avec Shaw Brothers en faisant ce film que moi j'adore, qui est un de mes films fétiches d'enfance aussi, qui s'appelle Les 7 vampires d'or. Dans lequel Dracula se bat contre des karatékas. Voilà. mais c'est ça qui en fait, ils essayent de rester sur leurs fondamentaux, mais ils sont incapables finalement de voir au-delà de leurs fondamentaux. Mais je dirais que de toute façon, c'est dans tous les grands mouvements artistiques, c'est ce qui arrive. Je veux dire, voilà, ils ont connu un âge d'or, mais on se souvient d'ailleurs de cet âge d'or, tous. Mais voilà, dans le cinéma, tout est amené à se démoder à un moment ou à un autre.